à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission de mercredi. Je suis ravie de vous retrouver. Lorsque j'ai refermé le dernier livre d'Yves Violier, Le marié de la Saint-Jean, un mot m'est venu immédiatement à l'esprit et ce mot c'est délicatesse. La délicatesse de raconter une histoire vraie, mais qui n'est pas la sienne. La délicatesse de parler de thèmes exigeants comme l'abandon, le déracinement et l'intégration, mais en s'appuyant toujours sur cette fausse banalité qu'est le quotidien. La délicatesse de ne pas juger les choix, qu'ils soient bons ou mauvais, mais de les expliquer pour essayer d'en sortir le meilleur, sinon le moins pire. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec Yves Violier, puisqu'il nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission pour nous présenter ce 31e livre. Mais avant de l'accueillir, je salue Jean-Luc et Michel. Michel! Mais ça faisait un sacré bout de temps. Ah oui. Vous m'avez manqué. Ça commence à être long. Ça commence à être long, oui. hein. Ah bah oui, je disais la même chose. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien Michel? On va parler d'un thème qui est en lien aussi avec le livre de Yves Violier. On va parler de l'enfant fardeau. Oui, c'est un terme que j'ai découvert dans un quotidien. Ah oui, je suis passée à côté. D'abord mis en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi on puisse le lire. Puis en fait, c'est explicable et c'est une notion qui n'est pas idiot. On parlait de l'enfant tyran, on va parler de l'enfant fardeau. Pourquoi pas? Maintenant, il faut faire avec. Hein, mais de temps en temps, nos enfants sont quand même fardeaux. Il faut accepter au moins de le penser, sinon de le dire. Non, mais il faut le dire. Michel, je rappelle que vous êtes pédiatre. Oui. Oui, il y a une légitimité à tout ça, on est d'accord. Jean-Luc, bonjour, comment ça va-t-il bien depuis la semaine dernière? Très bien, je vous Nous, on remercie. se voit toutes les semaines. Oui. C'est très agréable aussi, je tiens à vous dire. Ah. Non mais c'est vrai. La semaine dernière, on avait des champignons, n'importe quoi, des papillons. Oui, c'est vrai. Drôle de papillons. Oui, drôle de Je vous papillons. rappelle votre chronique. Oui, merci. Oui. Et là, on a un truc un peu improbable. Barbarus, c'est l'étrange, étranger parmi les siens, et puis étranger parce qu'il vient d'Afrique. D'accord. Et qu'on n'en trouvera pas sur nos côtes. C'est Periophthalmus barbarus, ainsi nommé par Carl von Linné en 1766. J'allais le dire. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. On verra ça tout à l'heure, Jean-Luc. Alors, nous accueillons sur le plateau de la grande émission, on en est ravis, parce que c'est assez rare. Yves Violier, c'est vrai, la dernière fois que vous êtes venu, je crois que c'était pour le prix du cercle littéraire, c'est ça? Des écrivains de Vendée. Exactement, Oui. vous êtes venu. Je suis ravie de vous avoir sur le plateau, Yves Violier. Vous venez pour un livre qui s'appelle Le marié de la Saint-Jean. C'est aux presses de la Cité. On va voir aussi voilà, l'image directement sur l'écran. C'est un livre que je qualifierais un peu à part dans votre œuvre. On va expliquer pourquoi. Je voulais d'abord savoir qui est le marié de la Saint-Jean, Yves Violier. Eh bien, le marié de la Saint-Jean, c'est tout simplement un jeune homme émigré du Cambodge, un jeune chinois cambodgien. Oui, il est né en Chine. Il est né en Chine et émigré du Cambodge. Il a 25 ans, il a ses diplômes de médecine et il va se marier en Vendée, à Saint-Aubin, au village de la Galifrère avec Gabrielle. Ouais. Et c'est pendant les 3 jours on est en 1977, Ouais. et pendant les 3 jours de ce mariage vendéen à l'ancienne, on va avoir les retours arrière vers l'enfance, vers ce qu'a été le long chemin de Zida pour rejoindre Gabrielle. C'est le roman d'une intégration réussie. Vous avez employé le mot tout à l'heure, intégration. C'est ce qui est arrivé à Zida. Mais comme ça a été difficile, comme ça a été douloureux, et comme c'est douloureux encore, parce qu'il y a quelqu'un qui manque à ce mariage, l'absente. L'absente qui est la maman. Qui est la maman. Qui est d'ailleurs sur la couverture du livre, puisque c'est une photo de famille. Parce que Yves Violier, la particularité de ce livre-là, on vous connaît en tant que romancier, c'est que c'est une histoire vraie. Oui. C'est un personnage, Zida existe. Oui, il est médecin aujourd'hui en Vendée, médecin acupuncteur. Je l'ai rencontré il y a 30 ans, j'allais faire un reportage. À ce moment-là, l'acupuncture était assez nouvelle, j'allais le rencontrer. J'ai passé du temps avec lui et en le quittant, je me suis dit, cet homme-là, il faudra que je le retrouve un jour. Il a une histoire à me raconter. Le temps a passé, on s'est retrouvés il y a 4 ou 5 ans. Et là, j'ai commencé à le confesser. Et c'était fabuleux ce qu'il me racontait là. Ouais. Comment il a quitté son pays, etc. Et nous avons décidé de partir ensemble
là-bas, au Cambodge. On a fait le voyage ensemble D'accord. pour aller sur les traces. Vraiment, moi j'ai besoin de faire ce que j'appelle mes repérages, parce Oui. qu'il s'agit bien sûr d'un roman en même temps. Et Oui, c'est ça, c'est la particularité, c'est pas une biographie. non, absolument pas. Je l'avais prévenu quand on a commencé à se parler. Oui. Je lui ai dit, tu me racontes ton histoire, Oui. mais attention, je suis romancier, j'en ferai un roman, tu me donnes l'autorisation du mentir vrai. Et c'est à partir du moment où j'ai eu son accord et l'accord de ses deux frères, parce que les deux frères sont venus avec nous faire le voyage aussi sur les traces de leur enfance, de leur famille, des Khmers rouges, enfin de tout ce qui, De ce de qu'il y a tout ce dans- qui dans leur est dans le arrivé. livre. Ouais. Ça a été un voyage absolument merveilleux et en même temps bouleversant, Ouais, c'est ça, tragique. c'est ça. Et je peux vous assurer que quand on est rentré, là, j'avais mes Un personnages, sujet. j'avais le roman Ouais. et je me suis mise à écrire. Alors, pour personnifier Zida, pour voir qui il est sur c'est une photo de famille qu'il y a sur le Ils sur m'ont le fait livre. ce cadeau-là. Exactement. Et vous commencez d'ailleurs le livre en parlant, en décrivant un petit peu cette Quasiment, photo. oui. Hein, quasiment. Oui, oui. Leur premier voyage à Angkor, C'est ça. avec leur mère, avec leur père. On avait prévu, avec les presses de la Cité, une autre couverture, un très beau dessin de Van Gogh qui était très Asie du Sud-Est. Oui. Et puis à la réflexion, on s'est dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas des personnages sur la couverture. Ouais, ouais. Et je me suis dit, et si Zida, le Qui est, personnage avec les lunettes. qui a les lunettes, si Zida, le médecin donc acupuncteur de Beugnier-l'Abbé, Exactement, me ouais. donnait l'autorisation de mettre, il m'a dit, pas de problème. Il avait lu déjà le roman, je lui avais donné à lire sur épreuve. Et il m'a dit, pas de problème. Et j'ai dit, tes frères, seront-ils d'accord? Je suis persuadé qu'ils seront d'accord. Ils ont donné cet accord. C'est la première fois que j'ai les personnages de mon roman sur la En vrai. couverture. Et sur la couverture. Oui. Dans un article, Zida dit « Je n'aime pas ouvrir les grilles de mon jardin secret. Yves a façonné la clé. Il a su trouver les mots pour habiller les sentiments de haine, de colère et d'amour. Ouais. C'est un personnage secret, Zida, à la base, quand vous le rencontrez? Ce sont des histoires tellement intimes, les liens avec son père, avec sa mère, avec ses frères. Il a fallu que nous cheminions assez longtemps ensemble pour qu'il... Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le détail vrai, la relation vraie de l'un avec l'autre, les moments d'intimité les uns avec les autres. Donc, je suis revenu régulièrement à la charge pour avoir ces moments-là, et j'ai choisi ensuite. J'ai fait mon travail de romancier, j'ai fait le tri, et il s'est livré complètement. On a parlé de pardon, on a parlé de haine, on a parlé d'amour, bien sûr, et à partir de cette histoire, la sienne, je suis allé ensuite vers ses deux frères, de façon à avoir d'autres éclairages complémentaires. Le lien avec la Vendée, parce qu'il y aurait pu ne pas... Vous l'avez pratiquement tout le temps, même tout le temps dans vos romans, mais Cambodge-Vendée, c'est quand même deux cultures et deux façons de vivre excessivement différentes. Oui. Vous avez voulu garder quand même le lien avec la Vendée. Il me semble que là, cette Vendée, avec son histoire, avec, j'ai envie de dire, ses Khmers rouges, avec les Bleus, et ce qui arrive à la famille de Zida, ils se rejoignent d'une certaine façon et ils s'aiment. Et en même temps, je voulais parler de cet accueil vendéen. Les premiers lecteurs, là, m'ont dit, mais... Et en particulier les lecteurs étrangers, les lecteurs parisiens, les journalistes parisiens m'ont dit, mais ils sont formidablement accueillants, ces paysans vendéens. Mais je crois que c'est l'accueil vendéen. Il y a sans doute... Il va avoir des épreuves à passer, Zida, pour être accepté dans la famille. Conduire le tracteur, des choses comme ça. Aller décharger les charrettes de foin et tout. Pour voir s'il résiste. Puis s'il accepte de se baigner dans cette culture-là, il y va. Et à partir du moment où il est accepté, le père, quand il vient s'asseoir à la table, il dit « Assieds-toi là, fils. » Le père de Gabriel. Le père de Gabriel. Et là, c'est vraiment l'accueil dans la famille.
Et ces moments-là sont des moments vrais, bien sûr, que c'est des moments Zida m'a confiés. Voilà, ce qu'il vous a raconté. On va évidemment parler rentrer dans le détail de ce livre, parce que c'est un livre sur, on l'a dit, l'intégration, le déracinement, l'abandon aussi, mais aussi il y a toujours je trouvais que c'est un livre aussi de transition, d'entre-deux. Je vous expliquerai ça tout à l'heure parce que ça m'a vraiment frappée. Mais d'abord, on va faire un point justement famille. On va parler de l'enfant fardeau qui est un peu en lien avec l'histoire de Zida. Et on va en parler avec Michel. En clair, des fois, les enfants, c'est chiant. J'aurais pas dit comme ça, mais oui. Oui, mais alors ça résume... Tous les parents qui nous regardent. Bon, alors très bien. Donc ça doit être vrai. Je reste avec alors on dit qu'on a charge d'âme. Oui, c'est exactement. un contrat moral. Ou on a des enfants à charge, qui est un contrat social. Et donc on a une responsabilité, mais on parle beaucoup du fardeau de la responsabilité, du poids de la responsabilité. Donc en fait, ça doit être vrai. Et je pense qu'il y a deux situations familiales où on voit combien un enfant peut être, avec plein de guillemets, embarrassant. Oui. Le premier, c'est le mercredi. Quand les parents travaillent, ils vont pas à l'école. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Alors, ou bien l'un des parents peut se libérer, mais c'est pas une libération, parce qu'on passe sa journée sur les routes entre le piano, le football, le volley, etc. Le judo. Ou alors, les parents peuvent pas se libérer, il faut trouver des endroits où les mettre. Alors, il y a la garderie, mais c'est cher. Il y a les grands-parents. Il y a quelquefois la télé, tout simplement. Mais toujours est-il que les enfants sont un petit peu embarrassants pendant cette période-là. Et puis il y a aussi une situation qui est beaucoup plus dramatique, où les enfants deviennent embarrassants, c'est quand les parents se séparent. Mais j'ai l'impression que c'est qu'une question de logistique, en fait. Je pense pas. Il y a dans la séparation parentale, il y a une première difficulté qui est la difficulté d'argent. Il va falloir revoir les rentrées, vendre des trucs, etc. Et il y a aussi une responsabilité morale. C'est-à-dire, on ne s'aime plus, on veut se quitter. Mais il y a un lien quand même entre les deux parents qui est l'enfant. Il y a le lien, mais on sait bien qu'un lien, ça peut être extrêmement... tous les gens addicts le savent, un lien, ça peut être très embarrassant. Et quelquefois, on ne se sépare pas parce que l'enfant est tellement présent qu'on ne se séparera pas. Et c'est peut-être mieux, d'ailleurs. D'ailleurs, dans certaines séparations, l'enfant, on se focalise sur l'enfant, d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'on va se séparer, donc on va faire souffrir l'enfant. Bien sûr, et ça, on le sait. On le sait, et ne serait-ce que ce poids qui va être une culpabilité pour les parents qui vont se séparer, pour l'un ou l'autre, ça rentre dans la balance. Alors, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça peut être positif? Je pense que ça peut être positif, parce que chaque couple a connu des périodes où ça ne marche plus, et il suffirait peut-être d'attendre un peu, de tergiverser un peu pour retrouver un autre mode de relation, qui n'est plus le mode de relation d'avant, mais le mode de relation d'après. D'accord. Et peut-être est-ce que la présence des enfants dans ces cas-là, c'est un peu une façon de pas prendre des décisions trop précipitées. En quel cas, c'est un peu la génération de notre génération. Et les enfants savent le faire d'ailleurs, parce que quand les parents se séparent, ils deviennent encore plus désagréables. Et ils ne dorment plus, et ils font des réflexions. Je t'aime plus, etc. Et voilà. Ce qui ne culpabilise pas du tout les parents. Pas du tout, mais peut-être est-ce qu'il faut les culpabiliser pour qu'ils puissent se dire, on est coupable de faire ça, on va peut-être trouver une autre solution que la séparation. Donc les enfants ont raison d'être un fardeau, en fait. C'est un peu ce que vous êtes en train de nous dire. Mais ils sont un fardeau parce qu'ils sont trois. On est trois. À partir du moment où il y a trois, il y en a trop. Mais il faut bien dire que c'est quelque chose, ça, l'enfant fardeau, c'est une vision d'un enfant à un temps donné, mais qu'il y a derrière ça, et le désir d'enfant, et beaucoup de liens qui se créent, qui sont en principe beaucoup plus importants. Il y a des solutions. On verra les solutions tout à l'heure. On verra. Parce qu'il y a des solutions, on est d'accord, hein? Mais heureusement. Rassurez-moi. Heureusement, on ne peut pas se débarrasser de ces enfants. Non, il n'y a pas de SAV. C'est pas comme une centrifugeuse. On ne peut pas le ramener au... C'est ça, on ne peut pas. C'est dommage. Des fois. Non, je rigole. J'adore mes enfants. Maintenant, c'est Jean-Luc. Je vous explique. J'ai pas fait de transition parce que passer de l'enfant fardeau à ça... Parce que je ne sais pas le nom, je ne savais pas comment faire. C'est impossible, on est d'accord. Donc j'ai dit, c'est tout de suite Jean-Luc. Alors, le problème, c'est qu'il a disparu. Est-ce que je peux le remettre à l'écran? Il est où? Il est caché? Oui, je pense que vous lui avez fait peur, en fait. Il est où? Il est derrière? Parce qu'en fait, c'est un poisson... Oh là là!
mais ça, oui. Ah oui, il est là-bas. Il Je le est vois. là, mais, D'accord. Donc alors, c'est Periophthalmus Ah, barbarus. il est au bout là-bas. Periophthalmus Ah, barbarus. oui. Voilà, on va attendre qu'il D'accord. revienne. Alors, Periophthalmus Il est barbarus. planqué Voyons, sous le... il va revenir. C'est sympa ce petit aquarium vide. Ouais, c'est Ouais. oui, c'est très très zen. Hein. Ouais, alors je vais essayer de le... Donc la particularité de cet animal, comme vous avez vu, c'est que il va vivre, on va dire, 50% de son temps dehors, à l'air libre, et pas du tout sous nos latitudes. Vous avez compris qu'il vient, celui-ci vient d'Afrique. D'accord. On va le trouver dans les régions de mangrove, hein, essentiellement, donc dans la boue, d'où son nom d'ailleurs de sauteur de boue. Et il va se nourrir sur place dans la vase de petites proies, de petits arthropodes, de petits crabes. On voit pas du tout là. On le voit pas du tout? Non, je crois pas. Alors attendez, je vais le prendre dans la main. Non, il est là. Il est sous le... Pardon, hein, excusez-nous, hein, on fait comme à la maison. Hein. Mais voilà. Oh là, vous allez prendre par la queue? Il est où? Oh là là. Il est juste dans le coin là. Il est juste dans le coin. Juste là. Ah voilà, il a sauté. Je sais pas si on le voit. Là. Alors, Non, il se planque sous le... Pardon. Bah là, continuez, c'est pas grave, Jean-Luc. alors j'en profite pour remercier mon élève qui me l'a prêté. D'accord. Il va entendre parler de moi. Il s'agit de... Vous l'avez pas dressé avant? Il s'agit de Baptiste Bouillot. Ouais. Tout est dit. Voilà. C'était Et donc, une super idée, Baptiste. Hein. c'est une curiosité quand même qui est intéressante à voir, que je ne vois pas là. Moi, on va essayer de le voir dans une chronique ultérieure. Ouais. Parce qu'il n'est pas reproduit en aquarium, pour une raison simple, c'est que c'est un animal qui fait des terriers dans la vase. Il va descendre jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ouais. Il va pondre dans ce terrier. Il va également s'occuper de ses petits, ce qui est relativement rare. Ouais. Alors, pourquoi arrive-t-il à vivre complètement à l'extérieur, ou une partie du temps à l'extérieur? Il va tout simplement parce qu'il a une peau qui lui permet d'avoir des échanges cutanés suffisant. Donc il exporte le gaz carbonique et il importe de l'oxygène de l'air. Et non seulement la peau, mais également la gorge, la bouche. Et il arrive de cette façon à capter un maximum d'oxygène. Il est juste dans le coin là. Je le vois, mais on le voit pas à l'écran. Je sais pas si on le voit sur une autre... Non, il se planque. Il veut pas, hein. Vous savez ce qu'on va faire, Jean-Luc? On va trouver une solution et on va terminer la première partie. Ah ben voilà, on va terminer la première partie, mais on le voit pas non plus. Il fait les côtés en fait. On finit cette première partie et on voilà. fait... Ah ben voilà. Et c'était un vrai poisson. On finit cette première partie puis on en reparle tout à l'heure. Ok? Merci. Retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée aux mariés de la Saint-Jean. C'est le dernier roman d'Yves Violier qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Juste avant de parler du livre, je voulais quand même qu'on montre qu'il y a bien quelque chose dans cet aquarium. Je ne sais pas si on le voit à l'antenne, je voulais juste 5... Voilà, c'est ça qui se planquait tout à l'heure sous les... Voilà, on verra ça tout à l'heure, Jean-Luc. Ouais. On va parler du livre d'abord. Yves Violier, dans vos livres en général, on se rend compte que le lieu, les racines sont extrêmement importants. Hein, le fait de faire partie même d'une géographie. Il y a vraiment une notion de géographique. Et là, vous attaquez à un personnage réel, bien sûr, Zida, qui lui se trouve complètement déraciné de son pays d'origine, le Cambodge, qui sait plus trop d'où il vient et il ne sait pas aussi trop où il va encore. On a l'impression vraiment qu'il est dans un entre-deux. C'est assez nouveau de s'attaquer à un personnage qui a moins de racines, qui n'a plus de racines. Pour moi, le lieu est toujours un personnage. Donc, oui, toujours. Donc, le village de la Galifrère où a lieu le mariage, c'est un personnage. C'est tout le cadre du mariage. Et puis, si je me déplace là-bas au Cambodge avec lui, avec Zida, avec Yuna Meas, qui on l'a reconnu, hein, l'acupuncteur de Beugnier-l'Abbé, eh bien, c'est aussi pour montrer qu'il est entre deux. C'est exactement il se trouve entre deux. Ouais. Et tous les personnages de la famille et tous les Chinois qui vont venir au mariage sont dans cette situation-là. Mais en même temps, ils sont en train
de s'installer là, et la main sur le cœur. Ils sont plus français, plus vendéens que les Vendéens. On le sent très bien lors de cette fête de mariage de la Saint-Jean. Même Victor, le personnage de Victor, qui est alors c'est un nom français, mais lui est cambodgien. Et cambodgien. Lui, vous diriez aussi que Victor est dans un entre-deux, parce que lui, il a carrément... Ah, il a choisi, lui. Il a choisi la France. Ah oui, désormais, c'est fait. Il a vécu... Il a connu les Khmers rouges, il a connu la traversée de la forêt pour... Et la mère de Zida, d'ailleurs. Et la mère de Zida, c'est lui qui nous raconte, parce qu'il me l'a raconté, ce qui est arrivé à la mère de Zida. Et quand il arrive en France, il est accueilli par les Français. Il dit « Je ne veux plus qu'on m'appelle par mon nom chinois ou cambodgien. Je suis français, je suis Victor. » Donc il n'est pas dans un entre-deux, lui. Lui, il a décidé, y est, c'est fait. Il a pris la décision. Mais ça a été très douloureux aussi. Il y a eu tout ce chemin, il y a eu les épreuves qu'ils ont pu connaître lors de la traversée dans la forêt. Je ne raconterai pas ce qui se passe, mais donc lui, c'est déterminant. C'est ce qui va lui permettre de continuer, de survivre et d'une certaine façon de tourner la page. Alors que Zida, lui, il a la chance d'avoir Gabriel, et c'est avec Gabriel qu'il va pouvoir se reconstruire, enfin qu'il a déjà fait ce travail de reconstruction. Le fameux entre-deux, la transition, moi j'ai été très frappée parce que c'est vraiment un espèce de fil rouge comme ça, pendant tout le livre. Page 118, lorsqu'il est à Romilly, dans un séminaire, il passe 3 ans au séminaire, il dit la chose suivante: ces 3 années à Romilly ont été comme un long séjour dans la vallée des ombres. Les professeurs nous parlaient des limbes au séminaire, cet endroit du rien où séjournent éternellement les âmes des enfants sans baptême. Et il est dans des limbes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est ni cambodgien, ni encore français. Ah ben à ce moment-là, il a 8 ans. Hein. Il arrive à Romilly, il a 8 ans, son petit frère est avec lui, il a 6 ans, et ils vont se retrouver là, arrachés à leur culture d'origine, dans un séminaire. Ils ne parlent pas un seul mot de français, au point que, comme ils sont dans un séminaire, qu'ils sont souvent à la messe et tout, ils croient d'abord que le français, c'est le latin. Et puis, ensuite, très vite, ils vont acquérir la langue française. Mais ils sont là, isolés parmi leurs condisciples. Heureusement, ils vont avoir la chance à chaque fois d'avoir des mères de substitution qui vont les accueillir et qui vont les aider à franchir une étape. Mais chaque étape est une douleur. Et donc, quand il évoque ces 3 années, ce sont certainement les années les plus difficiles pour ses enfants, avec son petit frère. Chaque nuit, il quitte son lit, Zida, pour aller dans le lit de son petit frère, 6 ans, et ils vont, ces lits de dortoir, il est dans les grands dortoirs des séminaires, il va aller le retrouver. Heureusement, ils sont 2, et encore aujourd'hui, ils disent qu'ils sont inséparables. Ils sont pourtant complètement séparés. L'un vit donc en Vendée, l'autre est au Mexique. Mais quand ils se retrouvent, ils s'aperçoivent, comme pour des jumeaux, qu'ils se sont habillés de la même façon sans s'être passé le mot. Et ça leur arrive régulièrement. Ils sentent les choses d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, au moment de la potentielle perte de la maman, ils ont senti des choses. Dans le livre, on le sent, ça. On va reparler évidemment du livre. On va faire un petit point. Jean-Luc, on va vous mettre un petit jingle. Et on va reparler du poisson de Jean-Luc, le poisson mystère. J'ose pas parler parce que j'ai peur qu'il s'en aille. Non mais là, il va pas bouger, quoi. Il ne vous voit plus. Mais je sais, on a tourné l'aquarium. Voilà. Donc, alors, regardez un peu cet animal. C'est quand même un peu bizarre. Hein. On voit bien ses branchies. Donc, c'est un poisson, dit-on. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un poisson? Je dirais qu'il n'y a de poisson que chez le poissonnier. Puisque lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que tous ces animaux qu'on dénomme avec le vocable de poisson sont tous extrêmement différents. Vous en avez qui ont une mâchoire, d'autres qui n'en ont pas. Si vous prenez le requin, il a une mâchoire de folie. Et si vous prenez la lamproie, elle n'en a pas. On a parlé de la lamproie la dernière fois. C'est vrai. Si vous regardez les écailles, la peau, la murène,
qui est un poisson, n'a pas d'écailles. Vous avez des poissons qui ont des écailles dites cycloïdes, qui sont toutes rondes, d'autres cnénoïdes qui ont une petite aspérité, d'autres qui ont une espèce de truc qui ressemble à de l'émail, qui est extrêmement dur, brillant. Donc c'est très, très variable. Après, on a vu qu'il y a des poissons qui peuvent respirer hors de l'eau. Alors c'est un petit peu le cas de celui-ci, mais on en a d'autres qui ont carrément des poumons fonctionnels, comme les pilosirènes qu'on a en Amérique et les dipneustes qu'on a en Afrique, qui eux ont carrément des poumons fonctionnels et qui rentrent, qui sortent de l'eau, qui passent d'une mare à l'autre. Après, on a des poissons, entre guillemets, qui ont un squelette cartilagineux, d'autres cartilagineux comme la raie, comme les chimères, vous savez, poissons fabuleux, des fonds, des grands fonds. On avait parlé pendant le Vendée Globe. Ouais, c'est assez extraordinaire. Et puis, les requins qui ont un squelette cartilagineux. À côté de ça, on a tous les poissons osseux, et donc il y a une vraie colonne vertébrale et des vrais os. Les fameuses arêtes. Et dans ceux-là, on a encore une variété parce qu'on en a qui ont des rayons épineux sur les nageoires et d'autres qui ont plutôt quelque chose de charnu, comme le sélacanthe, par exemple. Donc on a une très très grande variété et celui-là donc qui fait partie des poissons, vous voyez, il a rien du comportement du poisson puisque tout à l'heure on a pu le prendre dans la main. Donc je pense que assez rapidement vos enfants ne vous diront pas maman je ne vais pas reprendre de poisson, mais ils vous diront je ne reprendrai pas aujourd'hui d'actinopérigien par exemple. C'est sûr, il faut déjà qu'ils arrivent à le dire. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et donc celui-ci, je vous dis, c'est vraiment une curiosité parce que on ne le trouve pas du tout à la reproduction en aquarium. Il faut de l'eau saumâtre. Il faudrait imaginer une grande plage de vase. D'accord. Donc c'est réellement une curiosité qu'on peut nourrir en captivité. En plus, il saute, il fait jusqu'à 50 cm de saut. Pour ça, je craignais qu'il saute tout à l'heure. Et en captivité, on peut le nourrir dans un aquaterrarium, un petit peu de ce type-là, mais évidemment beaucoup plus grand. De petites proies, type mouche, grillons, vers de vase, etc. De l'eau saumâtre et de la chaleur, bien entendu. Quand vous dites chaleur, c'est quoi? Il faut qu'il y ait... alors, tout à l'heure, il y avait un couvercle sur le bac pour qu'il y ait peu de différence entre la température de l'eau et la température de l'air. Imaginez, c'est un poisson des mangroves africaines, qui fait chaud. Voilà. Vous remercierez Baptiste? Non. On l'embrasse, Baptiste. Non, mais par contre, c'est très curieux, physiquement, j'entends, c'est quand même assez curieux d'avoir un poisson avec des yeux aussi globuleux que ça. Oui, parce qu'il est très exposé à la prédation, il faut qu'il regarde dans tous les sens, ses yeux sont un peu divergents comme ceux d'un caméléon. D'où je pense que ma veste lui a posé problème. Et sa capacité à faire de très très grands sauts. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc. On va reparler du livre Yves Viollier, puis on va reparler de cette histoire de transition. Dans le livre, il y a toute une sémantique d'ailleurs allouée à cet entre-deux. Il y a une page plus loin que celle que j'ai citée tout à l'heure. Vous parlez de transitoire. Zida dit « J'ai tant vécu dans le transitoire ». Est-ce que ça veut dire que ne pas se sentir cambodgien, mais en même temps ne pas se sentir vraiment français, être dans cet état un peu transitoire comme ça, est-ce que c'est pire que tout? C'est le roman donc d'une intégration. Il va falloir le temps d'intégration, d'une résilience aussi. Donc c'est une souffrance permanente, on le sent bien. Et même quand pendant les 3 jours qui précèdent le mariage, il revient sur ce qu'il a vécu avant et il se pose encore des questions sur son installation là définitive. Gabrielle, elle est l'élément fixe. La colonne vertébrale. Oui, elle est la colonne vertébrale de Zida. Elle le rassure beaucoup d'ailleurs. Elle lui permet justement de retrouver un équilibre. Lorsqu'il va apprendre la disparition de sa mère, c'est vers Zida qu'il va aller, sinon il va sombrer. Donc, bien sûr, il est dans la souffrance. Même le jour de son mariage, il est dans la souffrance puisqu'il va monter à l'hôtel. Sans elle. Sans sa mère. Et il va parler à sa mère. Et à toute l'assistance. Il va parler de sa mère. C'est un livre, vous diriez que c'est un livre sur le père? Aussi, oui. Alors, on parlait de l'enfant fardeau. Je crois que c'est tout à fait ça. Zida a encore aujourd'hui, alors qu'il a passé 60 ans, du mal à dire papa. Parce que c'est son père qui l'a envoyé en France alors qu'il avait 8 ans avec son petit frère.
son père rêvait de la culture française, il l'envoie là comme ça, mais d'une certaine façon, le couple tanguait sérieusement, donc d'une certaine façon, il se débarrassait de ses enfants qui étaient témoins d'un certain nombre de scènes. Donc, en même temps que ce roman est le roman du chemin vers la mer, l'absente est constamment prête, c'est aussi le chemin, peut-être, pour une réconciliation avec le père, puisque le père va venir à ce mariage, va être présent. Oui, parce qu'il est seul. Seul, il n'est pas accompagné de sa fiancée du moment. Non. Mais c'est quand même, il est extrêmement dur avec son père. Il a des termes très durs parce qu'il parle d'abandon, d'orgueil. Il dit que mon père était orgueilleux de nous envoyer en France. Mais parce qu'il est séduit en même temps complètement par son père. Son père est un homme qui parle 6 langues. Il est le médecin acupuncteur de Norodom Sihanouk. Il a sa clinique privée à Phnom Penh. Il l'admire et en même temps, bien sûr, il le déteste puisqu'il est responsable de cette déchirure profonde. Son père est pingre aussi. Quand ils sont là, qu'ils font des études, les chèques qui sont tout petits n'arrivent pas. Donc, il est normal que Zida et son frère aussi, Zhicheng aussi, aient une certaine envie de vengeance à l'égard du père. Mais en même temps, c'est aussi le père. Il y a amour et haine dans leur relation. Oui, et en même temps, il fait le même métier que lui. Oui, il a choisi le même métier et le petit va choisir aussi le même métier que lui. Ouais. Il n'y en a qu'un qui va échapper à l'emprise paternelle. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ce livre-là, vous l'avez dédié à votre papa, votre père. Il y a une raison à ça? Il se trouve que lorsque j'étais en train d'écrire ce livre de la quête, d'une certaine façon, du père, d'ailleurs, pour évoquer Zida encore, lorsque le père, lui, va se retrouver dans une situation difficile, dans la difficulté, c'est Zida qui le prendra en charge. Et ce sera d'une certaine façon une revanche de la part de Zida. Et donc, quand j'étais en train d'écrire ce livre-là, j'ai perdu mon père. Et en écrivant cette histoire-là, c'est en même temps l'histoire de cette perte. C'est un roman que j'ai écrit, et donc Madame Bovary, c'est moi. Donc, c'est ça. C'est aussi pour partie mon histoire. Vous avez écrit sur vous, ce livre, vous... mais on ne peut pas écrire un roman sans s'écrire soi à travers cette histoire-là. J'aime. D'une part, les rencontres. Ce livre est l'histoire d'une fabuleuse rencontre avec Yuna Zida. C'est une rencontre. Et j'aime aussi la part de risque des gens qui sont déracinés. Parce qu'à ce moment-là, ils se livrent complètement. On peut aller loin avec eux dans le chemin. Parce que mes romans sont toujours à partir du réel. Que ce soit dans le réel aujourd'hui ou dans l'histoire. Bien sûr. Et donc... je chemine avec eux et là c'est merveilleux, ça me permet de vivre des vies par procuration. De vivre au Cambodge avec eux là, cette aventure tragique des Khmers rouges, elle est absolument terrible, violente, mais quelle question elle pose sur l'homme. Alors on a parlé du père, mais on va parler de la maman, mais ce sera dans la 3e partie de cette émission, et du lien même maternel et avec les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce livre-là, qui sont vraiment des sauveurs, des sauveuses, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ça sera dans la 3e partie de l'émission. On se retrouve d'ici quelques instants. Retour dans la 3e et dernière partie de cette grande émission consacrée au dernier roman d'Yves Violier qui s'appelle Le Marié de la Saint-Jean, qui est édité aux Presses de la Cité. C'est un roman qui est... Depuis quand il est sorti, ce roman? Un petit mois. Un petit mois. Nous sommes également en compagnie de Michel et Jean-Luc. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Michel sur l'enfant fardeau. C'est en lien presque avec l'histoire de ce marié de la Saint-Jean qui est acupuncteur dans le sud Vendée, qui est une histoire vraie, mais c'est un roman basé sur une histoire vraie. On a parlé de l'image du père, qui n'est pas une image qui est assez dure, une image assez dure du père de Zida. Par contre, il est sauvé. Ils sont sauvés par toujours cette image qu'on trouve d'ailleurs dans vos romans, cette image de la femme
qui va le sauver, qui va pouvoir passer d'une étape à une autre et faire son chemin. Je pense notamment à la sœur au séminaire qui va lui donner des bonbons en douce, qui va lui faire une petite caresse sur le visage de temps en temps. Je pense à l'accueil qu'il a à la Galifrère, où ce sont les femmes qui l'accueillent en premier. Oui. Il arrive dans une sorte d'aéropage de femmes. Cette image-là de la femme, elle est très importante dans vos... Oui, il y a à la fois la femme amoureuse, Gabrielle, qui est très importante, qui va lui permettre de dire ce qu'il a justement à l'intérieur. Et puis il y a ces mères de substitution qu'il va avoir pendant tout le roman, et sa mère, celle qui va l'accompagner à Romilly quand il va venir là, et qui va être obligée de le laisser parce que l'homme chinois est derrière et l'oblige à laisser ses enfants en France. Et puis donc, il y a cette femme aussi qu'il va rencontrer, cette professeure du lycée de Luçon, qui va le recueillir alors qu'il se retrouve, il a été placé là chez un militaire qui connaissait son père. Après le séminaire, un militaire va prendre en charge les deux garçons et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver en Vendée. Mais ce militaire n'est pas un tendre. Non. Et lorsque ce militaire va mourir, les deux garçons se retrouvent à la rue. Ils sont là, sous un abribus, ils ne savent pas où aller. Peut-être retourner au lycée, à Luçon, et peut-être dans le pensionnat les prendra-t-on. Et puis il y a une femme qui est là, providentielle, une prof qui se dit « mais qu'est-ce que vous faites là ?» et qui va les prendre. Ils vont l'appeler Mam. C'est la deuxième maman. C'est la deuxième maman, et je dirais la troisième, parce qu'ils ont eu la chance d'en avoir une. Ils ont eu des femmes, et Zida me l'a dit, pendant tout leur parcours, ils ont trouvé des femmes qui les ont accueillis, qui les ont sauvés. Parce qu'ils auraient pu mal tourner aussi. Par contre, ces femmes-là ne remplacent pas la maman d'origine. Leur mère, c'est celle qui, lorsqu'ils étaient petits, goûtait la cuillerée de riz pour savoir s'il était trop chaud et leur mettait dans la bouche. Donc, elle demeure l'indispensable et l'absente. Et elle est l'absente d'un bout à l'autre. On ne sait pas d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pensé intituler ce livre « L'absente ». Ça aurait été, je l'ai écrit d'un bout à... C'était l'absente. Et puis peut-être pour lui donner une couleur à la fois locale et puis peut-être une autre lumière. Ouais. Mais... Sans divulguer quoi que ce soit, on ne sait pas ce qui est devenu. On suppose qu'elle a disparu dans des conditions difficiles, mais ils ne savent pas ce qui est devenu leur maman, en fait. Ils le savent quasiment. Ils le soupçonnent. Ils le soupçonnent, puisqu'on vient la chercher, elle est sage-femme, on vient la chercher en demandant une sage-femme pour la faire disparaître, parce qu'elle est une intellectuelle, elle est une femme à lunettes, donc elle doit disparaître. Et on a ce stratagème de demander un soir, on a besoin d'une sage-femme, une femme va accoucher. C'est faux. Elle ne dit rien. Elle sait que ça n'est pas forcément vrai. Et puis, il y a la femme qu'elle a aidée à côté parce qu'elle a un bébé. Elle l'a soulagée. Et cette femme va dire, mais elle est sage-femme. Mais sans penser vouloir. À mal. Sans penser à mal. Elle ne pense pas à mal. Même au contraire. Elle se dit, si je signais ça, peut-être que je vais avoir une récompense. Mais en fait, c'est pour la prendre et l'amener vers ce qui va être son destin. Zida, s'il n'avait pas rencontré ces femmes, il serait devenu quoi, selon vous? Vous lui avez posé la question? Oui, je lui ai demandé. Il m'a dit, il est possible que nous ayons mal tourné, parce que ils étaient là, et surtout, lorsqu'il a appris la disparition de sa mère, là, il a senti monter la violence. Et il avait envie de violence. S'il avait pu partir là-bas pour se battre, il l'aurait fait. Et donc, s'il n'avait pas eu ces femmes, s'il n'avait pas eu Gabrielle, s'il n'avait pas eu Mam, certainement que... il se serait vengé. Il se serait vengé. On va terminer l'émission évidemment avec ce livre-là. On va parler d'intégration aussi, parce qu'on n'a pas encore tout à fait trop parlé. Mais Michel, on va rester dans un sujet qui est en lien avec le livre, c'est l'enfant fardeau. Donc on a dit, bon, c'est pas une catastrophe d'avoir des enfants fardeaux. Non, c'est normal. Tous les enfants sont fardeaux.
À un moment donné. Oui, probablement, oui. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on peut solutionner les choses? Est-ce qu'un enfant ne peut ne plus être un fardeau? Je sais pas dites-moi si oui, dites-moi oui, dites-moi oui. Je ne sais pas si on peut... Il y a deux solutions extrêmes. Enfin, extrêmes, je ne sais pas si c'est extrême d'ailleurs. La première, c'est d'entrer dans cette mouvance. Moi, je ne veux pas d'enfant. Pour des raisons X ou Y. qu'on va donner des raisons. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, jusqu'à notre Encore époque, aujourd'hui, on est d'accord. reste très difficile à dire. Je pense qu'il y a encore deux maladies qui sont des maladies honteuses. C'est la stérilité du couple et c'est le refus d'enfant. Quoi qu'il arrive, ça reste quand même... Ah, ils n'ont pas d'enfant. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Alors on est quand même dans une société où notamment la maman commence à dire les choses en disant je suis fatiguée, elle cache moins les choses, donc on pourrait dire ça commence à c'est pas si grave. Il y a probablement moins de culpabilité derrière ce dilemme. Et je pense que c'est le livre d'Elisabeth Badinter là, qui s'appelait le conflit. Conflit mère-femme. Qui disait qu'on a le droit de ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu une parabole, mais il n'y a rien de plus dur à supporter qu'une valise sans poignée. Donc l'enfant, c'est une valise sans poignée. Il y a beaucoup de nos enfants qui n'ont pas de poignée et qu'on ne sait pas par où les prendre. C'est une super image. Et donnons-leur des poignées, c'est-à-dire la façon. C'est les limites, c'est le cadre, c'est qui ressemble à quelque chose. En fait, je pense que les enfants qui sont le plus fardeau, c'est les enfants tyrans. C'est ceux auxquels on ne peut pas mettre en face le principe de réalité qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et qui ne se font pas. Et pour en avoir vu un certain nombre, et les enseignants pour en voir beaucoup, les enfants qui sont difficiles à supporter, c'est les enfants qui sont hors cadre, qui sont hors... C'est-à-dire qu'on leur cède tout. Voilà, c'est ceux à qui on ne dit jamais non. À partir du moment où on peut les mettre dans un cadre, on leur met une poignée et on peut les porter plus facilement. Mais Michel, j'ai une question. Admettons qu'une mère de famille désire des enfants depuis toujours. Enfin, toujours, c'est un peu... Ce qu'on appelait autrefois l'instinct maternel. L'instinct maternel. Elle passe une grossesse idyllique, etc. L'enfant naît. Et alors, et c'est pas du tout aussi idyllique que ça. Après, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte du baby blues, par exemple? Bien sûr, et puis sur simplement la réalité. Un enfant peut, entre l'image de l'enfant qu'on a, qui est le bébé compliant, etc., et qui fait ses nuits. Voilà, et celui qui ne dort pas, celui qui ne mange pas, qui a des coliques, celui qui va battre les petits copains, celui qui va pas travailler à l'école, celui qui... Et encore, on n'est pas à l'adolescence. Les nôtres. Et puis après, il y a l'adolescence. Mais bien sûr, cette femme-là, par moment, doit dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Si j'avais su, j'aurais pas eu d'enfant. » Je me serais abstenue, j'aurais fait des crêpes ce jour-là. En fait, le message de tout ça, c'est qu'il ne faut surtout pas se sentir coupable, parce que de temps en temps, on a envie de les passer par la fenêtre. Parce que ça arrive à tout le monde. C'est ce que je vais dire ce soir. Voilà. Michel, mais il ne faut jamais les passer par la fenêtre, surtout si on est mort. C'est un pédiatre qui le dit. Et par contre, ne pas dire à l'enfant... Non, je pense que c'est pas très nécessaire de leur dire si je t'avais pas eu, je te referais pas maintenant. Non, oui. D'ailleurs, c'est eux qui le disent. Hein, oui. Tu me voulais pas et pourquoi tu m'as mis sur terre? C'est horrible, c'est monstrueux. Enfin, pour terminer, parce que je pense que... pour terminer, une touche positive. Attendez, comme il disait le petit prince, c'est le temps que tu passes avec ta rose qui fait que ta rose est si importante. Saint-Exupéry. Michel Juchereau, sous vos applaudissements. C'est super joli de finir là-dessus. Oui, il vaut mieux finir là-dessus, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup, Michel. On va terminer tranquillement cette émission sur le livre Le Marié de la Saint-Jean. C'est le 31e roman d'Yves Violier, paru aux éditions, aux presses de la Cité. On n'a pas parlé de l'intégration. J'ai trouvé ça assez joli de faire un livre sur l'intégration, le fait d'intégrer un Asiatique dans un contexte vendéen pure souche, hein, on va le dire, pure souche. Dans ce contexte qu'on vit encore d'élections, où le mot intégration a beaucoup été distillé, notamment dans certains discours politiques, pour ne pas nommer la candidate, on va dire. On a parlé de protectionnisme, de repli sur soi, la peur de l'autre. Et ce que fait la famille de Gabriel, c'est tout le contraire. Ils passent des tests quand même, bon. Mais en même temps, ils lui disent, voilà, tu es accueilli, tu peux vivre avec nous.
Oui, oui. C'était important de faire un livre là-dessus. Pour moi, c'était... Ça m'est insupportable, ces discours de haine. Ça me rend malade, hein, vraiment. Et il me fallait écrire quelque chose, un roman de l'accueil. Et il me semblait, je connaissais donc Zida depuis longtemps, il m'a semblé que le moment était venu pour écrire ce roman-là. Et une intégration comme celle-là, un esprit d'ouverture. Il passe des tests, c'est normal. Il va passer aussi ses examens, ses diplômes de médecin à Nantes. Oui. Il est de cette société, il est de ce monde-là. Mais on l'accueille, on va aller chercher toute la famille. C'est vendéen, ça, mais on va aller chercher toute sa famille à la gare de Luçon. On va les ramener, on va les installer. Et puis on va faire la fête ensemble. Et on accepte les rituels cambodgiens dans le cadre de la... Pendant la cérémonie de mariage, au repas, on va avoir à la fois des plats vendéens et tout d'un coup, les Vendéens vont découvrir le canard laqué et puis l'alcool de riz. Oui. Et puis, il va y avoir un moment aussi de cérémonie du thé. Exactement. On va interrompre le repas et puis là, on va installer l'hôtel domestique, l'hôtel bouddhiste au milieu de la salle avec le portrait de la mère, celui du père et on va partager le thé. Je crois que c'est l'échange de culture et ça n'empêchera pas de chanter aussi des chansons gauloises vendéennes à l'occasion du mariage. Je trouve que ce croisement-là est merveilleux et a quelque chose à nous dire. Nous le vivons au quotidien. Sauf que là, c'est une intégration dans les années 70. Oui. On est en 2017. Oui, je dirais même, ce sont des pionniers d'une certaine façon. Et en même temps, il est bon quelquefois aussi de regarder derrière, parce que c'était possible à ce moment-là. Pourquoi aujourd'hui, ça ne le serait pas? Donc Zida va aller faire la tournée de la famille de Gabriel. Et bien sûr, dans toutes les maisons de la famille, on va dire le chinois, et ils l'attendent, ils veulent le voir, savoir comment il est fait, ce jaune. Parce que dans les années 70... un Français banane, oui, jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur, ça n'était pas si fréquent que ça à Luçon en 70 ou 60. Donc on va l'attendre, mais on sortira le café et la brioche pour le recevoir avec Gabriel. Quand vous parlez de vos livres, vous dites « Écrire, c'est un combat contre la mort ». Ce livre, c'est un combat aussi. Vous racontez le combat contre la mort de Zida. J'écris pas des romans à thèse, hein. J'écris un roman, c'est une histoire, mais bien sûr, en même temps, je dis ce que j'ai envie de dire, et c'est vrai que c'est une œuvre de mort, la haine, hein. Et donc c'est aussi un combat contre la mort. C'est à la fois mon combat à moi contre ma propre mort, puisque à travers le roman, je pose un petit caillou, il durera ce qu'il durera, mais je pose ce caillou. Je vis des vies par procuration, celles de mes héros, et puis aussi donc ce combat contre la haine, contre tous ces rejets, contre tous ces... C'est assez intéressant de lire contre toutes ces paroles assassines. Et c'est assez intéressant de lire ce livre-là dans le contexte présidentiel qu'on a connu, dans les thèses qui sont mises en avant. Il tombe, j'ai envie de dire, je ne m'attendais pas à ce que le discours soit aussi féroce parfois, donc d'une certaine façon, il tombe pile. Exactement, il tombe pile. Vous écrivez beaucoup et bien sur les autres, mais vous n'écrivez jamais sur vous. Mais par le roman, par les histoires, j'écris... Il faut lire entre les lignes. Bien sûr. C'est un roman. Tous les blancs de l'histoire de Zida, j'ai rempli. Et j'ai rempli avec les questions que je lui pose, mais aussi avec ma propre vie. Hein, donc... je suis présent. Là, c'est au lecteur de lire entre les lignes. Mais je laisse aussi de la place pour le lecteur, pour se mettre... C'est important de laisser des blancs pour le lecteur. Exactement. Pour que lui-même puisse projeter sa propre histoire et son propre parcours. Je vais être très franche avec vous, Yves Violier. Quand j'ai refermé le livre, j'ai trouvé que vous étiez mis dans les chaussons de Zida, mais sans vous y mettre non plus. C'est-à-dire que vous avez eu la délicatesse de ne pas prendre sa place. Et pourtant, il écrit « je ». Hein, il écrit « je ». Tout à fait, c'est « je hein. ». Mais moi, j'aime être à distance, parce que ça me permet à la fois d'être le metteur en scène de l'histoire, et puis vraiment de laisser la place au lecteur. Ça fera un beau film.
Ça fera un très beau film. On en parle. Le problème, c'est que c'est un film à budget, parce que il se passe à la fois là-bas, Cambodge, il en se passe Vendée. ici, et à des époques différentes. Mais je travaille beaucoup pour ce qui me concerne dans le visuel. Je tourne autour des scènes, autour de mes personnages, pour qu'on les voit bien et pour les prendre, avoir le bon angle. Alors justement, si vous voulez voir Zida, justement, cette histoire, c'est une histoire basée sur une histoire vraie. Ça s'appelle Le Marié de la Saint-Jean. C'est le dernier roman d'Yves Violier. C'est aux Presses de la Cité. C'est dans toutes les bonnes crèmeries. On n'a pas parlé de la dédicace que vous avez fait à Luçon parce que ça devait être aussi très émouvant. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais vous reviendrez aussi pour nous parler de vos autres romans parce que je suppose que vous en avez encore plein en préparation. Au chantier, il est au chantier. Merci beaucoup Yves Violier. Merci, ça a été un vrai plaisir. Michel, Jean-Luc, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée. Je vous embrasse.